l'inspiration que j'ai eue pour créer Sanseva, elle tient sa source de différentes disciplines. Après un passage dans le laboratoire de recherche de l'Université de Genève, qui est un des labos qui probablement étudie le plus les émotions aujourd'hui avec des équipes multidisciplinaires, que ce soit des neuroscientifiques, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des sociologues, des historiens, des philosophes. Il y a une grande, grande richesse de recherche et il y a beaucoup de travaux qui sont publiés, beaucoup d'avancées qui ont été faites dans le domaine des sciences affectives, de l'étude des émotions, voilà, dans ce laboratoire. Je vais vous parler donc effectivement des neurosciences, mais surtout finalement de ces émotions. Et pour commencer, c'était important de faire peut-être quelques précisions. Qu'est-ce que c'est qu'une émotion? Comment on l'entend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'en disent les chercheurs? Euh, comme l'a évoqué Russell il y a déjà quelques années, il disait: chacun sait ce qu'est une émotion jusqu'à ce qu'on lui demande d'en donner une définition. Et à ce moment-là, il semble que plus personne ne sache. Russell est un chercheur américain qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Aujourd'hui, il y a un certain nombre on va dire, un consensus qui se fait autour de la définition suivante. Euh, voilà, sur le fait que l'émotion est avant tout un processus qui est rapide, même extrêmement rapide, qui est focalisé sur un événement. Euh, cette définition, elle a été donnée par David Sander et Klaus Scherrer. Euh, voilà, c'est suite à un déclencheur, donc un événement, un déclencheur particulier. Une émotion reflète une réponse adaptative. Elle est brève, elle est intense, elle est caractérisée par des modifications qui sont synchronisées au niveau physiologique, au niveau comportemental, au niveau cognitif et subjectif. Donc, c'est quelque chose de complexe et qui fait intervenir le corps, le cerveau, de façon synchronisée, euh, comme on va le voir dans les slides qui suivent. Euh, ce schéma qui a été fait par les chercheurs du CISA, hein, représente finalement les différentes dimensions de l'émotion. Et dans une émotion, il n'y a qu'une petite partie qui est, on va dire, consciente, mais il y a tout un tas de processus qui sont non conscients, que ce soit le processus d'évaluation cognitive, hein, le cognitive appraisal, donc sur ce cercle bleu, ce sont des représentations qui sont inconscientes, dont on n'a pas conscience, des réponses physiologiques qui vont peut-être concerner le rythme cardiaque, le rythme respiratoire, la conductance électrodermale, hein, de ce qu'on appelle plus communément le fait de la sudation, des expressions motrices, des tendances à l'action, des motivations. Une émotion va, par exemple, vous le savez, déclencher des expressions faciales différentes sans qu'on en ait véritablement conscience. Elle s'attache également à des phénomènes qui prennent attache dans les zones de la mémoire. Elle déclenche des phénomènes attentionnels particuliers et également euh, des motivations. Euh, D'autres dimensions au niveau de l'émotion, c'est une dimension qui est du domaine de l'expérience, c'est-à-dire qu'on va être en mesure, à la suite d'une émotion, d'en parler, de dire l'expérience qu'on a vécue. Euh, euh, et puis un sentiment, ce qu'on appelle subjectif, qui nous permet de caractériser également ce qu'on a vécu. Donc l'émotion, c'est un ensemble de dimensions qui sont à la fois conscientes, complètement incontrôlées, et finalement, ce qu'on peut en verbaliser, c'est une petite partie. D'où l'idée d'approcher les émotions par des approches qui sont complémentaires, des approches psychologiques, des approches physiologiques et des approches comportementales. Voilà un schéma qui va qui illustre hein, finalement ce que peut être une émotion. Donc, on a un petit animal qui,
Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait être. Et puis, une personne qui est face à cet animal qui manifestement a peur. Donc, il y a un mouvement, il y a une expression faciale. Et là, le mouvement est plutôt de s'éloigner de ces stimulus. Euh, on peut imaginer qu'une autre personne, par exemple un chercheur, si on considère que ce petit animal est un insecte, un chercheur spécialisé sur les insectes, au contraire, déclencherait beaucoup plus de l'intérêt, se rapprocherait, aurait une attitude complètement différente. Donc l'émotion va dépendre effectivement de ces valeurs, de ce rapport au but et aux besoins de la personne. Et un même stimulus peut déclencher des émotions extrêmement différentes. Il y a un modèle qui est intéressant à avoir en tête, même s'il peut paraître un petit peu compliqué ici, mais je vais essayer de vous le partager de façon la plus simple possible. Donc, on a décomposé ce processus émotionnel à partir d'un premier événement. Et vous avez la photo de ce visage qui est soumis à cet événement. La première réaction, ça va être une sorte de surprise face à cet événement parce que cet événement est nouveau et il est pertinent pour la personne. Donc, il se déclenche un phénomène d'attention, une focalisation sur cet événement. Il y a des échanges avec les zones de la mémoire. Et puis, cet événement va être qualifié. Et il se trouve que cet événement pourrait, par exemple, empêcher la personne d'atteindre son but. Imaginons une personne qui est pressée et puis quelqu'un qui l'empêche d'avancer. Heu, la réaction émotionnelle se transforme de surprise, plutôt en peur. Je ne vais pas pouvoir atteindre mon but, ça va me mettre en difficulté, je vais avoir des conséquences embarrassantes, donc de la peur, de l'embarras. Et puis finalement, heu, la personne, se rend compte qu'elle peut contourner cet obstacle et de cette peur, de cet embarras, va naître peut-être, une certaine colère puisqu'elle est en situation de maîtrise, donc par rapport à une notion de raisonnement. Heu, cette, cette colère lui donne, l'occasion de dépasser cet événement. La colère est une émotion qui dégage beaucoup d'énergie et qui permet de prendre le dessus finalement sur l'événement. Et puis, finalement, on se retrouve avec, un certain dédain puisque, voilà, la personne trouve que le fait d'avoir été, empêché, d'atteindre son but à un moment donné, était injuste et immoral et donc on a une autre émotion qui se déclenche et ça pourrait être le dédain. Voilà, donc on a tout un processus et une évolution, hein, des émotions tout au long de ce processus en fonction, du contexte, en fonction, de la puissance de la personne, c'est-à-dire sa capacité à maîtriser ou non, l'événement, à le subir ou au contraire à le dominer et puis, par rapport à son système de valeurs, heu, les émotions, qui s'expriment sont différentes. Ce modèle des processus composants est aussi, issu de Genève et c'est un modèle qui est intéressant parce que, il permet de comprendre et de retracer et d'identifier notamment des facteurs déclencheurs et c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de la compréhension des consommateurs, des clients. Autre illustration, des émotions, là, je sais que Frédéric, j'espère qu'il y a pas vous êtes pas trop dans ce cas-là, mais des gens qui ont une peur, phobique, hein, des serpents. Ce schéma, illustre, ce processus et son caractère, on va dire, extrêmement, rapide et automatique. Une personne se promène dans la forêt et se retrouve à proximité d'un serpent. Heu, Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette personne, elle va s'arrêter tout de suite de marcher, on va dire même pratiquement avant même d'avoir compris que c'était, un serpent et avant même de savoir s'il est dangereux ou non. Hem, cette évaluation, cognitive est extrêmement rapide, et va ici provoquer,
un sentiment de peur, un sentiment subjectif, une tendance à l'action qui est je m'arrête ou j'évite, et puis une réponse périphérique hein, au niveau du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, de la sudation. Et donc, tout cet ensemble de composantes signifie, et pardon, ne sais pas qu'elle signifie, c'est que c'est l'émotion, c'est ce qu'on appelle l'émotion. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau à ce stade-là? On a, en fait, une double voie. On a une voie, qui, passe par le regard, qui enfin, l'information passe par le regard ici, et transmet l'information, à une petite zone du cerveau pardon, qu'on appelle le thalamus visuel, et ce thalamus visuel va transmettre, cette information dans 2 zones du cerveau. La première, c'est, l'amygdale. Et l'amygdale, on l'appelle aussi le centre, centre de la peur, même si on a démontré que l'amygdale intervient aussi dans les aspects positifs. L'amygdale n'a rien à voir avec ce qu'on a au fond de la gorge, hein. C'est vraiment un petit noyau qui se trouve profondément ancré au milieu du cerveau. L'amygdale va transmettre une information de façon extrêmement rapide au centre moteur, et la personne se fige, s'arrête. Elle transmet finalement ce sentiment de peur. Et puis, il y a une autre voie qui va prendre un petit peu plus de temps, où l'information va être transmise par le thalamus visuel au cortex visuel, qui va être codé, encodé, rapproché de ce qu'on peut avoir en mémoire, et pour envoyer un signal, on va dire plus rationnel, qui va prendre un peu plus de temps, vers l'amygdale également, pour dire: «Bah, effectivement, ce serpent est extrêmement dangereux, donc il vaut mieux reculer», ou au contraire, bah, c'est pas quelque chose de dangereux, donc on peut s'en rapprocher, ou pas. Voilà. Donc, cette double voie illustre bien le fait que les émotions, sont sont extrêmement rapides, sont extrêmement automatiques, incontrôlées, en tout cas dans un premier temps, et que le processus, heu, permet de faire évoluer la réponse de la personne dans le temps. Voilà, donc ici pour illustrer que l'amygdale est impliquée dans d'autres processus. Heu, je ne sais pas si je vais vous voilà, on connaît un certain nombre de zones qui sont impliquées dans les émotions. On sait qu'il y a certaines zones qui réalisent, par exemple, à des éléments, positifs, donc l'amygdale, positif ou négatif, le cortex ventromédian, le cortex préfrontal pardon, qui se situe ici, qui va, être corrélé positivement à la valence, donc à des événements positifs. Le cortex orbitofrontal qui lui, est corrélé négativement à la valence. Voilà, on a pu identifier, un certain nombre de zones de cerveau du cerveau qui sont, qui vont s'activer en fonction des événements perçus, ce qui permet aujourd'hui, quand on met quelqu'un, par exemple, dans une IRM, de prédire, sans, lui poser la question, de prédire un certain nombre de réponses. Mais je reviendrai sur cet aspect-là, puisque, dans le domaine des recherches, notamment ce qu'on appelle le neuromarketing, ce sont des procédés qui ne sont pas, forcément très adaptés, en tout cas les neuroscientifiques, s'accordent à le dire, même si certaines sociétés, commercialisent, ce type de service. Hem, voilà, difficile de parler des émotions sans parler des émotions de base. Les émotions de base sont des modèles qui datent un petit peu. Heu, les recherches sont déroulées dans les années 70, notamment par Paul Ekman. Voilà, on a 7 émotions de base, sont qu'on visualise via les expressions faciales. Donc, vous trouvez la joie, la surprise, le dédain, la tristesse, le dégoût, la colère et la peur. Avec des modulations, on va dire, de l'interprétation qu'on peut en avoir. Je vous illustre, l'importance du contexte. Vous allez voir sur cette diapo, une personne qui, exprime différentes émotions. Donc je vous laisse quelques secondes imaginer quelles sont les émotions qu'elle vit.
voilà, d'après ces expressions faciales. Euh, Quand on pose la question aux gens, effectivement, la première situation, on identifie bien la tristesse. Dans la deuxième situation, on identifie bien la peur. Et puis, voilà, la même personne dans d'autres contextes, avec d'autres éléments de contexte, on identifie tout à fait bien le dégoût ici, et puis plutôt la fierté dans cette quatrième diapo. Or, l'expression faciale, hein, ce sont des photos qui ont été truquées en quelque sorte, sont exactement les mêmes. Donc, on est exactement sur la même expression faciale sur ces 4 photos, mais on voit que les éléments de contexte, l'attitude corporelle, et le contexte influencent, la perception et que l'interprétation est complètement différenciée, alors que l'expression faciale est la même. Donc c'est une des limites de l'analyse des expressions faciales, et des émotions de base, c'est que le contexte entre en ligne de compte. Et la deuxième limite, c'est que comme vous l'avez vu sur la diapo précédente, les émotions de base sont avant tout des émotions désagréables, la tristesse, le dégoût, la peur, la colère, la surprise qui est neutre, hein. La surprise peut devenir agréable ou désagréable, et qu'on ne prend on va dire que il y a beaucoup d'émotions agréables, soit la fierté, l'audace, l'intérêt, la confiance, l'harmonie, la détente, et cetera, qui ne sont pas abordées par ces analyses d'expression faciale et des émotions de base. Autre chose qui est vraiment intéressant, c'est émotion et prise de décision. Donc effectivement, l'émotion, souvent on dit, ben, voilà, on prend des décisions sous l'émotion. Les émotions nous aident à prendre des décisions. Finalement, on n'est pas si rationnel que ça. C'est aussi les principes de l'économie comportementale, hein, de travailler sur des décisions qui sont automatiques, de faciliter la décision, notamment des clients ou des consommateurs. Heu, il se trouve que c'est un processus qui va dans les 2 sens. C'est-à-dire que, une émotion, une préférence va déclencher une émotion qui va aller vers le choix. Mais une fois qu'on a fait un choix, cette prise de décision crée aussi, des préférences. Je vous illustre ça, de façon assez rapide, et même de façon sans que les gens ne s'en rendent compte. C'est-à-dire dans quelle mesure, quand on fait un choix, eh bien ce choix va augmenter la préférence qu'on a pour un produit. Alors ici, on a fait tester à des, différentes personnes, des odeurs. C'est toujours, au labo de Genève qu'a été a été conduite cette expérience. Et on a mesuré, donc on a fait tester deux échantillons et on leur a fait mesurer leurs préférences. Donc c'est comme des tests consommateurs, c'est des choses qui sont très courants aussi, très couramment faites dans le cadre des études marketing. Hem Et on a mesuré donc la différence, entre ces 2 échantillons. Donc vous avez, ici la note de préférence donnée sur l'échantillon qui a été choisi et celui qui a été non choisi, avant le choix, en noir, et en blanc après le choix. Et vous voyez que, les notes de préférence se distinguent très peu entre les échantillons. C'est des 2 échantillons qui sont très proches, hein, enfin, ou en tout cas dont la préférence est proche pour les personnes, mais on leur demande de choisir un des 2 échantillons et ensuite de renoter l'échantillon une fois que le choix a été fait. Heu et donc avant le choix, les notes sont très proches, et après le choix, eh bien l'échantillon qui a été choisi, heu obtient une note qui est largement supérieure à celui qui n'a pas été choisi. Alors on peut se poser la question: «Oui, mais comme j'ai fait ce choix, je me souviens avoir fait ce choix, et effectivement, c'est logique, on va dire de façon rationnelle, de lui octroyer une note, supérieure une fois que j'ai fait ce choix». Alors il se trouve que ça marche aussi, on leur a demandé s'ils se souvenaient finalement de l'échantillon qui avait été mémorisé, et quand ils ont mémorisé, effectivement, on voit bien que la différence de notes entre le choisi et le non choisi, quand ils se souviennent de l'échantillon qu'ils ont choisi,
est importante. Mais parfois, ils ne se souviennent pas de l'échantillon qu'ils ont choisi, parce que les échantillons étaient assez proches ou il y a eu un laps de temps et puis d'autres épreuves qui fait qu'ils ne se souviennent pas. Et on leur resoumet à nouveau ces deux échantillons. Donc, ils ont fait un choix, ils ne se souviennent pas du choix qu'ils ont fait, on leur resoumet les échantillons. Avant de faire le choix, les notes de préférence étaient identiques. Et après avoir fait ce choix, même s'ils ne se souviennent pas du choix qu'ils ont fait, ils octroient à nouveau une note supérieure et significativement supérieure à celui qui a été choisi. Hem, voilà, donc ça marche de façon explicite, ça marche de façon rationnelle, mais ça marche aussi de façon implicite et c'est ça qui est intéressant à comprendre. Hem, Comment on peut mesurer, les émotions? Alors il y a des tas de méthodes. Je vais vous en illustrer quelques-unes. On peut effectivement s'intéresser aux expressions faciales et mesurer par, des petites unités qui ont été identifiées au niveau des visages, au niveau des muscles qui vont se contracter. Certains muscles vont se contracter dans tel ou tel type, d'émotion, ce seront d'autres muscles dans d'autres, pour d'autres émotions et on arrive à modéliser ces, modifications du visage et à très bien identifier, jusqu'à, 10, 12, 13, 14, une quinzaine d'émotions aujourd'hui, je pense, via les expressions du visage. Hem, on peut faire ce qu'on appelle des mesures attentionnelles, c'est-à-dire, heu, capter ou collecter, des choix, perturber l'attention et voir dans quelle mesure, via des temps de réponse, les personnes heu, ont des biais de distraction. Qu'est-ce qui vient, modifier cette distraction? Ici, on a une personne qui est au cours d'un test olfactif également. On va lui envoyer des odeurs dans le nez et on va mesurer jusqu'à quel point ces odeurs sont susceptibles de perturber son raisonnement ou au contraire de faciliter son raisonnement. On va mesurer des temps de réponse et puis des réponses qui vont être exactes ou des réponses qui vont être inexactes. On peut mesurer la conductance électrodermale, c'est-à-dire, ce que je vous expliquais tout à l'heure, la sudation de la main. C'est une réponse qui reflète effectivement le fonctionnement des organes, donc une réponse, physiologique. On sait que hem, la conductance électrodermale est notamment un des indicateurs de l'intensité, de l'importance de l'émotion, parce qu'il y a 2 questions qui se posent, hein. C'est quelle émotion les gens, perçoivent ou vivent, mais il y a aussi quelle est l'intensité de l'émotion et ça, c'est très intéressant de le savoir. Donc la conductance électrodermale est un bon indicateur de l'intensité de l'émotion vécue. On peut mesurer également via ici d'autres capteurs, le flux sanguin, donc le rythme cardiaque. On peut mesurer également, le rythme respiratoire qui vont être d'autres indicateurs avec le rythme cardiaque. On arrive à détecter, des valences, c'est-à-dire, est-ce que, j'apprécie ou, j'apprécie pas telle situation? Et avec le rythme, respiratoire, on a une information qui est également complémentaire, sur la valence. Ce dont on se rend compte et on l'a étudié, donc aussi, heu, à Genève en mettant les gens dans des situations, on va dire, relativement écologiques, c'est que ça marche bien quand on est dans un labo et quand on bouge pas trop les mains, mais dès qu'on se met à, à bouger et que les émotions vécues sont assez fines, c'est assez compliqué de récupérer un signal très précis. Et il y a pas mal de biais, pas mal de bruits qui viennent perturber la qualité de ce signal. D'une part, il y a beaucoup de variabilité interindividuelle, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont, suer beaucoup plus que d'autres. Voilà et puis le dernier aspect, c'est que c'est assez, binaire, donc ça donne des informations, mais c'est l'interprétation de ces informations n'est pas toujours, extrêmement, riche, on va dire. On peut faire de la pupillométrie, donc c'est une autre, technique, hein, via des eye tracking, mesurer effectivement, la position du regard, et puis la dilatation de la pupille. On voit que, par rapport à là aussi, on va mesurer l'intensité, émotionnelle.
via la dilatation de la pupille. Et puis, on va mesurer où se porte le regard. C'est quelque chose qui a été pas mal utilisé dans le cadre d'analyse de communication, donc notamment de visuel de communication. Je crois que c'est plutôt quelque chose qui est il me semble, hein, en tout cas, qui est plutôt en perte de vitesse aujourd'hui. Hem, mais il y a toujours des gens qui font appel à ce type de technique en marketing. On peut mesurer l'activité du système nerveux central, voilà, via l'IRM, via l'électroencéphalographie. C'est pas facile à interpréter, ça demande des compétences, fortes et bien particulières. C'est beaucoup utilisé évidemment en recherche fondamentale, et l'exploitation d'une IRM à des fins, marketing ou commerciales en France est interdite. Heu, voilà, mais, en Belgique, il y a des gens qui peuvent vous vendre ce type de service. Hem, voilà, moi, pour avoir pas mal échangé avec des neuroscientifiques quand j'étais à Genève, ils trouvent que c'est pas du tout adapté à ce genre d'études, comme vous le voyez ici, à un moment donné, quand on est dans une IRM, c'est quand même une situation très particulière. On n'est pas du tout dans des situations, ce qu'on appelle écologiques, et vous avez vu l'importance du contexte, hein, dans l'émotion, l'importance de l'environnement dans lequel on se trouve, hein, qui va déclencher des émotions complètement différentes. Je vous reprends un exemple, hein, vous êtes en train de vous promener, dans la nature, dans les Pyrénées, et vous tombez face à face avec un ours, vous allez avoir extrêmement peur, en toute logique en tout cas. Si vous êtes, dans un zoo et vous vous trouvez en face de ce même ours, l'émotion est complètement différente. Donc le contexte dans lequel on se trouve, influe considérablement la nature de nos émotions, et donc quand on est dans un environnement de laboratoire, a fortiori donc dans une IRM, on a quand même des réactions qui peuvent être très, très différentes de ce qui peut se passer dans la réalité, quotidienne, dans la réalité d'un comportement de consommateur. Heu, voilà, on a étudié donc différentes méthodes et essayer de voir dans quelle mesure on pouvait immerger aussi les gens via de la 3D, de la 2D. Vous savez que en laboratoire, en, on fait venir des gens dans des salles pour leur demander leurs préférences, sur des produits, pour faire noter des produits, pour faire tester des produits, hem, simplement dans un laboratoire, notamment via les études sensorielles. Et on s'est intéressé, à essayer de comprendre dans quelle mesure, l'environnement de test pouvait avoir un, mmh, des conséquences sur les réponses. Donc on a construit, dans cette expérience, 3 environnements. Donc un environnement laboratoire classique, hein, vous l'avez ici, où la personne note, heu, tout simplement, là encore des odeurs, hem, sans avoir de visualisation. Ici, vous voyez un écran, dans la 2e photo en bas, elle est face à un écran, donc comme dans un film. Et quand on immerge la personne dans un environnement 3D, cette fois-ci, la personne se promène donc avec des lunettes, un casque, en réalité virtuelle. Elle se promène dans cet environnement. Donc on avait créé 3 environnements, une, salle à manger cuisine, une salle de bain et la reproduction d'un tram, pour faire tester, différentes, odeurs et vérifier que la perception des odeurs était identique ou différente selon les environnements, et de voir dans quelle mesure aussi le type d'environnement pouvait avoir une conséquence sur la perception. Et puis on a mesuré, la conductance électrodermale, donc des mesures physiologiques, le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. On utilise également des questionnaires. On est arrivé à la conclusion, hein, que, effectivement l'environnement a un effet, considérable sur la perception. Vous voyez ici que certaines, odeurs, et certaines émotions se sont exprimées. Donc là, on est sur le résultat du questionnaire de verbalisation, hein. Donc on a utilisé effectivement un questionnaire autour des émotions pour collecter ces informations. Hem, que dans la cuisine, voilà, le sentiment assoiffé, de faim était beaucoup plus fort que dans les autres environnements, que, le tram, était beaucoup moins, «joyeux» entre guillemets que, la cuisine et la salle de bain et cetera. Donc on a
avec les mêmes odeurs, hein, avec exactement les mêmes odeurs, on a des réactions émotionnelles qui sont différentes et qui sont influencées par l'environnement. On a pu également vérifier que l'environnement 2D donnait des résultats qui étaient tout à fait intéressants par rapport à l'environnement 1D et par rapport à l'environnement 3D. Donc, c'était une piste intéressante d'immerger les gens via un écran et pas forcément via une cabine 3D qui demande quand même des moyens qui sont importants. Hem, voilà, et puis on a pu vérifier la difficulté aussi de collecter une information, quand les gens se promènent, quand les gens bougent leurs mains, les mesures physiologiques ne sont pas évidentes à récupérer, à collecter. Les approches par questionnaire, donc elles sont intéressantes, elles amènent, des choses qui sont, riches. Ici l'illustration de 2 odeurs, qui ont été testées. 2 odeurs qui, si on demande leur préférence aux personnes, il n'y a pas de distinction. C'est une odeur de mandarine et une odeur de jasmin. Ces 2 odeurs, voilà, elles sont largement appréciées, elles sont très consensuelles, et donc on n'arrive pas à les distinguer par rapport à la valence, par rapport à la préférence. En revanche, quand on fait noter, l'intensité émotionnelle sur différentes dimensions, eh bien, on obtient des différences et on se rend compte que la mandarine est beaucoup plus énergétique, alors que le jasmin va être plus, relaxant, voire pour certaines personnes même un petit peu irritant, et de surprise désagréable. Voilà, la mandarine est beaucoup plus romantique aussi, que le jasmin. Donc on avait 2 réponses significatives. D'où l'intérêt de ces questionnaires, notamment. Voilà, alors comment on peut appliquer toutes Axel, ces voilà, oui, pardon, Axel, oui? excuse-moi, oui, c'est Hélène, juste parce que le temps tourne Oui, et voilà. message reçu. Je suis Donc le maître du le gardien je du vais temple. ça tombe bien puisqu'on arrive, je vais rentrer dans le dans la deuxième partie de la présentation. Je vais aller vite, Hélène. Merci de me rappeler. Donc vous avez Désolée. différentes méthodes, et les différents outils qui peuvent servir différents champs d'application. Heu, voilà, les tests implicites, le verbal, c'est quelque chose d'intéressant et c'est quelque chose de fiable aujourd'hui, à condition évidemment de savoir interpréter et d'utiliser les bons questionnements. Hem, donc 4 dimensions qui structurent les émotions. La première, dans quel état je me situe? La deuxième, quelles sont mes valeurs? Les valeurs, mes propres valeurs, mais aussi les valeurs du groupe social auquel j'appartiens. Ça, c'est très important de le prendre en compte quand on les analyse. Quelle est l'expérience, bien évidemment, qu'on m'offre? Quel est le produit? Qu'est-ce que je vis en tant que consommateur ou client? Et dans quel environnement je me situe? Voilà, ça, c'est les 4 points à bien prendre en compte quand on veut les étudier et comprendre finalement les comportements des consommateurs. Hem, L'émotion va se déclencher, elle provoque des décisions, elle provoque de l'engagement, ça permet de recruter de nouveaux clients et de fidéliser. Et puis, comme on l'a vu, une fois que le choix est fait, on a des effets de promotion, de motivation, de préférence et finalement, c'est comme une boucle, qui tourne, de façon positive ou éventuellement de façon négative. Ici, pour illustrer, rationnel versus émotion, c'est une étude Chopper qui a été faite et on a voulu voir dans quelle mesure des informations, affectives ou cognitives, donc rationnelles, pouvaient influencer son comportement. Donc c'est des écrans qui ont été mis dans un rayon, fruits et légumes avec soit, une information, sur la pomme, qui contient, 80 d'eau, qui, dé diminue le risque, de maladie cardiaque ou simplement le visage d'une petite fille en train de croquer une pomme ou une image de fruits dans la nature. Un contenu affectif, par exemple, pardon, visage d'enfant, un visage de nature, ce sont des contenus affectifs. Qu'est-ce qui se passe quand on a un contenu cognitif, rationnel? On a un petit effet sur la fidélité, au magasin. Quand on passe des images donc affectives, heu, on a des effets qui sont beaucoup plus forts sur à la fois les émotions positives ressenties par les gens qui sont dans le magasin, une diminution des émotions négatives. L'image
du magasin, l'image globale du magasin qui augmente et une perception de qualité des produits qui augmente également, avec des conséquences sur les achats d'impulsion et la fidélité. Quand on a un contenu mixte, donc quand on passe une image à la fois, par exemple, de la petite fille et d'un texte rationnel, on a un effet qui est positif, mais qui est inférieur au contenu émotionnel. Voilà, donc voilà, je passe rapidement sur la conclusion. Vous l'avez compris, hein, agir sur les émotions est très intéressant, et on agit sur les émotions avec des contenus émotionnels et parfois vouloir expliquer les choses aux gens, c'est, peut-être une perte de temps ou en tout cas un retour qui est beaucoup moins intéressant. Évidemment, il faut se situer par rapport au but et aux besoins de la personne. Si vous mettez les mêmes vous utilisez les mêmes, recettes, par exemple, dans un magasin de bricolage dans lequel vous allez avoir des gens qui vont, au contraire, être en attente d'explications plus rationnelles, plus techniques, en tout cas sur les produits, il n'est pas évident que vous ayez les mêmes résultats, pas du tout évident. Donc, l'interprétation, en tout cas la volonté de communiquer, elle doit prendre en compte, bien comprendre dans quel état se situe la personne, quelles sont ses intentions, qu'est-ce qu'elle attend, quels sont ses buts, ses besoins au moment où elle reçoit, ce message. Autre chose importante, je vais passer rapidement, mais le wanting et le liking. On étudie beaucoup, le liking, on a beaucoup étudié le liking, donc la préférence produit notamment. Heu, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est la motivation, c'est ce qu'on appelle donc le wanting. C'est combien d'efforts je suis prêt à mettre pour obtenir cette récompense? C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans la consommation des drogues, hein, puisque au départ, les gens, quand on commence, alors je ne parle pas pour mon propre, cas, mais on se rend compte que les drogues amènent beaucoup d'intérêt au début et puis cet intérêt, diminue. En revanche, le phénomène d'addiction se déclenche lorsque les gens sont de plus en plus prêts à dépenser de l'énergie pour trouver la drogue, ce qu'on appelle le wanting. Et ce wanting, il augmente et c'est ça qui constitue le phénomène d'addiction. C'est la dépense qu'on est prêt à mettre pour obtenir quelque chose. Ça marche très bien, dans le cadre, de l'étude produit. Donc on illustre ici et ça, c'est des choses qu'on a fait, chez Senseva. Donc, des notations produits sur le liking et puis des notations sur la motivation, sur le wanting. Et on arrive à positionner des produits qui sont à la fois très appréciés et qui déclenchent beaucoup de motivation, mais on a des produits qui sont très appréciés mais qui déclenchent assez peu de motivation. Donc, on peut se poser la question effectivement de leur succès sur le marché. Au contraire, des produits qui sont peut-être moins appréciés, mais qui déclenchent, eux, beaucoup de motivation, voire beaucoup plus de motivation, et qui sont donc très intéressants probablement pour le consommateur, en tout cas pour le succès. Voilà, je passe rapidement. Voilà ce qu'on fait donc, je vais laisser du coup la parole à Frédéric qui va illustrer puisqu'on a eu l'occasion de travailler ensemble. On a différents indicateurs, on va mesurer via un certain nombre de questionnaires, par exemple, un indice des émotions, qui permet de savoir de façon synthétique où est-ce qu'on se situe entre des émotions agréables et désagréables. On va, pouvoir positionner un certain nombre d'offres ou d'expériences produits par rapport à l'engagement qu'elles, occasionnent et qu'elles engendrent, chez, les consommateurs, chez les clients, par rapport à un engagement qui peut être fort et positif, qui peut être faible ou qui peut être fort et négatif, mais aussi parfois, fort, positif et négatif. Ce qui questionne sur l'offre et ce qui, permet d'enrichir sa façon de construire. On travaille aussi sur des diagrammes de ressenti, par exemple, où on va noter différentes situations face à différentes émotions et puis on va aller chercher les facteurs déclencheurs de ces émotions en retraçant le processus, que je vous ai, montré, au début de la présentation, pour retravailler la proposition, relationnelle, retravailler la proposition d'échange avec le consommateur, avec ses clients. Voilà, on peut aussi positionner les gens selon des matrices, hein, des typologies de réactions émotionnelles et travailler avec ces
ces groupes de clients de façon différente pour avoir la meilleure proposition possible. Voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi. J'espère que ça vous a intéressé. Maintenant, je laisse la parole à Frédéric. Alors, ça y est, j'ai activé le micro, c'est bon, j'ai retrouvé la solution. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour à tout le monde. Alors, je vais être beaucoup plus pragmatique qu'Excel, mais c'est le but. Hein. Disons qu'il aura fait la partie théorique, je vais faire la partie pratique. Je vais mettre une petite blouse blanche pour les travaux pratiques, mais je ne l'ai pas sous la main. En 2 minutes, je vais déjà me présenter. Moi, j'ai une formation d'ingénieur à la base. Et j'ai travaillé dans un domaine qui n'a rien à voir avec celui dont je vais vous parler dans un instant, puisque j'ai fait 25 ans de BTP, surtout dans les télécoms et les énergies, en France ou à l'étranger. Et puis, justement, on va commencer à parler d'émotion avec cet aspect-là. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine médical et dans le domaine notamment de la lithiase, c'est-à-dire des calculs rénaux et de la collecte néphrétique. Et surtout de la collecte des calculs rénaux par voie urinaire. Donc, on pourrait se dire, en matière de sensation, de dégoût, d'intérêt, quand même peut-être plus sympa d'aller suivre des grands chantiers au bout du monde que d'aller s'intéresser aux calculs qui sortent par voie urinaire chez les patients français ou européens. Mais la contradiction exprime la motivation, c'est que ce que j'ai vécu dans le BTP est pour moi beaucoup moins motivant que de m'intéresser à ces problématiques, à l'innovation et au développement de nouveaux produits et à la résolution de problèmes. Donc ça, c'est déjà pour moi, de manière macroscopique, une façon d'illustrer le sujet d'aujourd'hui. Et de façon plus microscopique, déjà aujourd'hui, on sait combien le monde médical a son importance. Hein, on les a tous applaudis, on va peut-être continuer à les applaudir avec ce que l'on vit. Or, ces gens-là, a fortiori aujourd'hui, dans les conditions de travail qu'ils connaissent, sont des gens qui sont normalement pleins de motivation, qui se surpassent, qui développent chaque jour un peu plus de motivation, à mon avis, qu'ils n'en avaient déjà au départ de leur carrière. Et pourtant, c'est pour faire des choses compliquées, des choses sales, des choses dégoûtantes, des choses qui sont plutôt repoussantes pour la majorité des gens. Donc, c'est pour moi une façon de lire et de comprendre tout ce que nous a dit Excel. C'est dans la tête des contradictions possibles et que les gens gèrent plus ou moins bien entre la motivation et le décor dans lequel on est, qui peut être au contraire très dégoûtant. Alors, le sujet plus précisément dont je vais vous parler, je vous l'ai dit, c'est celui de la collecte des calculs rénaux. 2 minutes pour vous dresser le décor du premier produit que l'on a mis au point et que l'on espère commercialiser en début d'année et pour lequel on a créé l'entreprise. Même si cette entreprise a pour vocation de créer d'autres innovations le plus rapidement possible. Aujourd'hui, il y a en France à peu près 100 000 personnes par an qui sont touchées par la lithiase, par la formation de calculs rénaux et qui sont donc affectées de coliques néphrétiques. Pour faire simple, à peu près 100 000 en France, 1 million en Europe et 10 millions dans le monde, pour faire simple avec des puissances de 10. Si les chiffres ne sont pas bons, vous allez le dire à Excel parce que c'est lui qui me les a donnés dans son étude de marché. Mais c'est effectivement ce qu'on a constaté après l'étude de marché en allant à la rencontre des laboratoires qui nous ont confirmé les quantités réellement analysées chez eux. Et cette collecte de calculs rénaux se fait quand quelqu'un a eu une colique néphrétique. Peut-être que certains d'entre vous ont été concernés. C'est à peu près 10% de la population qui est touchée par ça. Ça provoque des douleurs qui sont, semble-t-il, comparables à celles d'un accouchement. Et quand la situation se produit, on demande aux gens de se lancer dans une collecte de leurs calculs rénaux, alors au singulier ou au pluriel selon le cas, de manière à les analyser, de manière à pouvoir faire un diagnostic et de manière à pouvoir éviter une récidive, car il y a plus d'une chance sur 2 de récidive. Il y a des gens, c'est ce que Axel, tu l'avais constaté, qui font 3, 4, 5, 6 récidives, c'est-à-dire autant de coliques néphrétiques extrêmement douloureuses, extrêmement pénalisantes et qui généralement conduisent aux urgences. Donc aujourd'hui, il est vraiment important pour ces gens-là de collecter, d'analyser, sauf qu'on dit, c'est là qu'on va rentrer dans le dégoût, mon associé principal avec qui on a créé l'entreprise a vécu cette situation il y a quelques années, c'est ce qui nous a mené à vouloir y apporter une solution, il a créé notre entreprise. Axel vous a montré tout à l'heure une slide avec un personnage qui l'on voyait sous 5 facettes différentes.
qui est d'abord surpris, puis petit à petit exprime son dégoût et son dédain à la fin. Quand mon associé était touché par cette pathologie, qu'on lui a demandé de collecter ses calculs, par voie urinaire, c'est-à-dire en allant aux toilettes, en filtrant ses urines, on lui a expliqué ça. Sa première réaction était de dire « je fais comment ?» parce qu'on ne lui disait pas comment faire. Et le médecin lui a dit « bien, écoutez, à partir de maintenant, vous prenez une compresse de gaz ou un filtre à café ou une boule à thé ou un bain que portent plus souvent les femmes que les hommes, ou une passoire de cuisine. Et chaque fois que vous allez aux toilettes, vous allez faire pipi à travers jusqu'à voir vos calculs arriver. » Il faut savoir qu'une collecte moyenne, en moyenne, ça dure un mois. Donc un mois, on va aux toilettes 6 à 7 fois par jour. Ça veut dire qu'on va donc filtrer ses urines environ 200 fois. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous soyez dans le train, en réunion, en voyage, au bord de la route, en train de faire du sport, chez des amis, etc. En boîte de nuit, c'est fermé en ce moment, mais ce n'est pas toujours le cas. Chaque fois que vous allez aux toilettes, il va vous falloir faire filtrer vos urines avec l'une de ces méthodes-là. Si vous ne le faites pas à un instant donné parce que vous êtes fatigué, parce que ce n'est pas le bon endroit, parce que ça vous dégoûte, parce que ça ne vous inspire pas quelque chose, et que c'est le moment où les calculs ont choisi de sortir et d'être évacués, bien vous les raterez. Vous raterez tout le processus que j'ai décrit tout à l'heure. Donc, on est clairement dans la notion de dégoût. Je vais vous partager l'écran pour vous montrer ce que Axel a obtenu auprès des… Voilà, alors je ne sais pas si l'écran s'est bien partagé, là. Je vous laisse me dire si c'est le cas ou pas. Ça y est. C'est bon? Vous avez bien mon écran ou pas? Je n'entends plus rien, super. Alors, Pour l'instant, oui, c'est noir. Ça y est. Voilà, parfait, Frédéric. Bon, d'accord, il faut un peu de temps pour que ça arrive. Voilà. Donc ça, c'est la courbe des émotions. Enfin, Axel, je te laisse éventuellement, Axel, reprendre la parole là-dessus, s'il te plaît, puisque c'est toi qui as fait cette étude de marché. Merci encore. Et c'est donc toi qui as découvert la première fois ces résultats et qui en a fait la première interprétation. Je te laisse 2 minutes, si tu veux bien, pour commenter toi-même. Oui, merci. Du coup, oui, ce diagramme, là, on est sur le diagramme des ressentis. Il montre 2 choses. La première, c'est effectivement dans cette situation, dans cette expérience qu'ont eu les personnes pour récupérer les calculs, on a beaucoup de ressentis désagréables, mais on a surtout une intensité qui est forte. Donc, on se situe dans un contexte émotionnel qui est intense, qui est fort et qui est fortement désagréable, avec tout de même ce soulagement, ce côté rassurant d'avoir récupéré le calcul suite à la demande du médecin ou du corps médical. Un peu de réconfort qui fait suite aussi à cette opération. Le fait que l'expérience soit intense amène les gens à trouver amène les gens à chercher des solutions. C'est-à-dire qu'elles vivent des choses qui les rebutent de façon assez importante, et ils sont donc dans cette démarche de tendance à l'action, d'aller chercher quelque chose. Voilà, donc ça, c'était un des éléments forts de la conclusion, et qui validait véritablement l'intérêt, en tout cas, de proposer quelque chose aux cibles identifiées par Frédéric. Alors, je vais revenir, je retire cet écran 2 secondes. Voilà. Donc, ça, c'est le constat qui a été fait, et il faudrait presque, enfin, il faudrait du coup, on ne le fera pas pour des questions de moyen temps, il faudrait presque que ce diagramme, cette analyse soit faite aujourd'hui avec le personnel de laboratoire qui se trouve au bout. Alors, pour le schéma, pour l'illustration d'un des cas les plus cocasses, et bien exprimer le dégoût et l'intérêt que ça génère derrière de créer une solution et une innovation, puisqu'il s'agit de parler aujourd'hui de ressenti, d'émotion et d'innovation, comme l'inspire le terme de Pinkinov. Aujourd'hui, les gens, le schéma classique, c'est la personne au bout de 3 semaines, 1 mois, 2 mois, à travers son filtre à café ou sur sa compresse de gaz, a enfin vu les calculs arriver. Il se précipite tant bien que mal quelque part pour trouver un contenant dans lequel mettre tout ça, parce que vous ne pouvez quand même pas aller déposer votre filtre à café imbibé d'urine sur le comptoir du laboratoire qui est dans votre rue. Les gens médecins, alors je vais repartager l'écran,
d'une manière un peu confidentielle, je ne sais pas comment dire confidentielle, mais vous allez voir les contenants qui sont utilisés aujourd'hui. C'est assez incroyable. Alors, il va falloir une petite minute. Vous me dites quand vous les avez à l'écran, s'il vous plaît. Oui, c'est bon. Vous devez voir apparaître une… C'est bon? Oui, Vous avez… c'est parfait. Voilà. Donc, aujourd'hui, les gens glissent leur filtre à café ou leur compresse de gaz et leur calcul, en tout cas, dans ce genre de contenant en 2020. On est vachement dans un dispositif médical. Pourquoi il y a du dégoût là-dedans? Parce que les gens, généralement, ne s'embêtent pas. Quand on fait, ils ont attrapé leurs calculs. Ils balancent les calculs qui sont mis dans la compresse de gaz imprégnée d'urine, évidemment, dans un pot pour bébé ou un pot de sel de Guérande. Ils le déposent au laboratoire de ville à Rodez, et j'ai rien contre les habitants de Rodez. C'est vendredi. Alors, la collecte a été faite le vendredi, parce que ça vient quand ça veut. Le samedi, dimanche, c'est fermé. Lundi, c'est Pâques. Mardi, on n'a pas le temps d'y aller. Mercredi, on l'amène au labo. Le labo a déjà du boulot. Ils prennent en compte le jeudi. Ils l'expédient. Il y a que 2 laboratoires en France qui analysent, à Paris ou à Lyon. Donc, ils l'expédient plutôt le lundi parce qu'ils n'ont pas eu le temps avant. Bref, quand la laborantine ou le laborantin récupère la récolte, c'est avec un pot de sel de Guérande que la laborantine va ouvrir au bout de 10 jours. 10 jours pendant lesquels la compresse imbibée d'urine aura stagné avec ses calculs dedans à l'intérieur du pot, et la laborantine doit donc sortir tout ça pour retrouver les calculs à l'intérieur de la compresse et les passer dans un autre contenant et les mettre en analyse. En matière de dégoût, vous voyez bien qu'il n'y a pas seulement le dégoût du patient, mais aussi celui du personnel médical. C'est pour ça que j'ai dit que ça vaudrait le coup, techniquement, de refaire la même étude de marché, mais en allant faire cette courbe uniquement auprès du personnel médical. Donc voilà, pour nous, la partie émotion elle est hyper importante. Mon associé, c'est vraiment, je pense, les 5 visages que tu as mis en ligne, Axel, c'est très certainement ces 5 visages-là qu'il a lui-même mis face à son médecin quand on lui a annoncé ça. Voilà. Alors, je prends quand même 2 minutes pour représenter la solution, puisqu'on parle aussi d'innovation. On est là dans la version masculine, ce n'est pas de la misogynie, c'est juste que 2/3 des patients sont des hommes et 1/3 des femmes. Donc, on a quand même prévu une version féminine là, mais on va surtout présenter la version masculine. Voilà, on a alors face à la caméra, les gens vont pouvoir, à travers ce dispositif, uriner en partie haute, avec des couvercles qui s'ouvrent à plus de 90 degrés pour ne pas gêner le passage de l'urine. Si les calculs arrivent, le maillage est dimensionné pour attraper les calculs qui en valent la peine, c'est-à-dire qui méritent d'être analysés. On reconstitue le jet en partie basse avec un côté un peu en tout noir. On protège ainsi contre les éclaboussures sur les mains, le pantalon, le sol des toilettes. On protège aussi grâce à la partie inférieure qui évite que ça parte de côté. Le patient peut tout de suite refermer. Donc, on ne se trouve pas en situation quand la salle de bain est à 4-5 mètres des toilettes. On n'a pas besoin de faire le petit poussé avec un dispositif qui va laisser voilà, le filtre à café. Vous imaginez sortir des toilettes de vos amis avec un filtre à café, des calculs dedans. Vous êtes quand même bien embêté. C'est pratique, c'est monobloc, on peut le mettre dans la poche, on peut l'amener partout. C'est réutilisable tout au long de la collecte, c'est-à-dire pendant les 1, 2, 3 mois qui pourront être nécessaires pour un patient ou un autre. Et quand la collecte est faite et que les calculs sont bien prisonniers en partie haute, on renettoie une dernière fois le dispositif comme on l'aura fait après chaque usage. Il n'y a plus qu'à aller le déposer à son laboratoire de ville. Il faudra peut-être encore 10 jours pour qu'il parvienne chez Rofins Biomis à Lyon ou chez Servalliance à Paris. Mais en tous les cas, on n'aura pas à les manipuler, on n'aura pas à les attraper, on n'aura pas à s'encombrer avec, et on va donner au personnel de laboratoire des conditions de travail bien meilleures, puisqu'ils n'auront plus qu'à réouvrir le dispositif pour le rincer une dernière fois et ensuite laisser sécher, car un calcul a besoin d'être sec pour pouvoir être analysé. Voilà l'innovation qui a été mise en œuvre, pour laquelle on a déposé un brevet en version masculine, un brevet en version féminine. Je vous montre juste à l'écran la version féminine, donc je vais vous la montrer. Alors ça y est, j'ai à nouveau l'écran, c'est pas ce que je voulais. Excusez-moi. J'ai fait une mauvaise manip. Enfin, pas que j'ai fait une mauvaise manip, peut-être que je voudrais revenir. Je voudrais vous voir à nouveau pour savoir si vous me voyez bien. Et voilà, ça y est. En deux mots, la version féminine est là. Il s'avère que le jet urinaire féminin est d'une section plus grande. Et pour différentes raisons, on nous a demandé de prévoir donc, un tamis plus grand. Donc, on a quelque chose
qui va s'utiliser au-dessus de la lunette des toilettes, hein, à l'horizontale. On a même prévu un petit inclinomètre là, qui permettra de savoir comment le tenir pour qu'il n'y ait pas de risque de débordement ou de chute des calculs. On referme à la fin, ça se réutilise, ça se nettoie, ça se met dans la poche, on peut l'embarquer et c'est parti. Voilà notre sujet, voilà pourquoi toute la réflexion sur les émotions et le ressenti était important pour nous, parce qu'on est dans un sujet où justement, Axel parlait tout à l'heure des gens qui fuient, parlait de… Ben, on a beaucoup de gens, en fait, quand on dit qu'on a en France 100 000 patients qui font l'analyse, le constat que tu nous as aidé à faire, Axel, c'est qu'on a en fait 40 000 patients qui sont laissés pour compte. Pourquoi? Parce qu'on a tous les patients qui, dès le début, s'arrêtent et sont écœurés avant même de faire la collecte et qui ne la font pas du tout. Et il y a ceux qui, malheureusement, vont la faire pendant 2-3 semaines, s'arrêter par découragement, et malheureusement, c'est 2 jours après que les calculs vont arriver. Et puis, il y a ceux qui ne l'ont fait qu'un jour sur 2, et le calcul sera arrivé, malheureusement, le jour où ils ne l'ont pas fait, parce que c'était un jour où ils étaient au travail, etc. Donc, le schéma d'Axel, on voit la personne qui fuit, qui s'en va, c'est bien ce que vivent nos patients aujourd'hui, qu'on veut les aider à ne plus vivre avec notre dispositif. Voilà pour l'essentiel, voilà pour l'aspect pratique. Je terminerai en vous remerciant pour votre attention et puis aussi en vous donnant une image de ce que j'ai moi comme idée de comportement de la part des gens en matière de cognitif et de réaction. C'est une étude qui a été faite en région parisienne par un cabinet un peu spécialisé, j'ai dû t'en parler aussi, Axel, pour arriver à fluidifier le métro parisien. Il avait été décidé que certains couloirs qui mènent d'une zone à l'autre de certaines stations de métro seraient interdits pour que les gens ne se croisent pas. Et ce sera encore plus important aujourd'hui en période de pandémie. Donc, il a été mis au sommet de l'entrée de certaines galeries des couloirs de métro, il a été mis un sens interdit pour dire aux gens, vous arrêtez de passer par là et uniquement les autres vont pouvoir passer. Bien évidemment, les gens, pour la grande majorité, ont continué à passer et à s'en moquer complètement. Ce cabinet spécialisé en comportement cognitif a proposé à la RATP autre chose, c'était de mettre non pas un sens interdit, mais voie sans issue en haut du tunnel, en haut du couloir. Et à partir de ce moment-là, bizarrement, les gens ont arrêté de passer pour laisser la place à ceux qui venaient dans l'autre sens. Donc, pour moi, le côté comportemental, cognitif et neurosciences ont vraiment son importance dans l'innovation. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Effectivement, on finit par une ouverture sur ce qu'on appelle le nudge. Ce qui est toujours intéressant, on avait étudié ça au niveau de Pinkinov il y a 2-3 ans. Ce que ne vous a pas dit Frédéric, c'est que les produits que vous avez vus, ils ont été designés parce qu'ils ont été co-conçus par une intelligence collective aussi et des profils très diversifiés concernés par le sujet et qui ont permis cette co-construction des produits qui vous ont été montrés. Donc, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé puisqu'on était focus sur les émotions, mais derrière, il y a tout un travail, en tout cas, de co-conception et co-construction en intelligence collective avec des profils diversifiés. Alors, ce que je vous propose alors, on a un peu dépassé le temps, mais je vous propose de vous laisser la parole et peut-être de poser vos questions dans les 10 minutes qui nous restent, si on peut déborder jusqu'à 10h15, à Axel et à Frédéric. Donc, la parole est à vous. Enlevez vos micros, démutez-vous et posez toutes les questions auxquelles on n'a pas encore pu répondre. Oui, bonjour, c'est Monique du groupe